Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous parler donc effectivement de l'évolution du conflit syrien depuis le début du printemps arabe en Syrie, le 15 mars 2011. J'ai effectué dans ce pays 8 voyages d'observation et certains d'entre vous le savent peut-être, malheureusement mon dernier voyage s'est très mal terminé puisque j'ai été retenu en otage pendant 5 mois par les brigades Al-Farouk et été libéré tout récemment le 8 septembre dernier. Alors, c'est un conflit. Tout d'abord, j'aimerais préciser. Merci. J'aimerais préciser, avant de commencer ce développement de l'historique de la révolution syrienne, que malgré ce qui m'est arrivé récemment, je soutiens toujours et je suis engagé, je pense que c'est important de le dire, aux côtés de l'armée syrienne libre, que je soutiens toujours, donc je parle bien de l'armée syrienne libre et non pas des nombreux mouvements djihadistes qui se sont immiscés dans la révolution. Je les soutiens dans leur juste révolution contre un régime dictatorial, je pense qu'il faut le rappeler. Cela étant dit, la révolution syrienne a été très mal appréhendée par nombre d'historiens et de politologues qui ont considéré ce conflit, peut-être un peu sur le modèle tunisien, comme un conflit statique, comme une révolution statique, celle d'un soulèvement populaire contre une dictature, celle du parti Baas et de son président Bachar al-Assad. En fait, c'est un conflit qui a beaucoup évolué, et les prismes eurocentriques qui ont été utilisés pour essayer de comprendre son développement ont mené généralement à des interprétations tout à fait erronées. Ainsi, dans un premier temps, la révolution syrienne a connu très peu de mouvements violents. Je situe cette première période entre le 15 mars 2011 et les premiers événements de soulèvement contre le régime jusqu'au 7 mai 2012 et les élections libres, entre guillemets, qui avaient été promises par le régime en place. Jusqu'alors, il y a eu effectivement, je l'avais observé sur le terrain, quelques soulèvements violents à Homs, à Jizor al-Shugur, à Marat al-Nouman, mais c'était véritablement très limité. Et globalement, dans le pays, il y avait des manifestations pacifiques, très pacifiques à Hama, mais globalement, dans le pays, la population restait calme dans une sorte d'attentisme en espérant que le nouveau président, qui avait remplacé son père Hafez el-Assad en 2010, que Bachar el-Assad, ce jeune homme très moderne, qui avait déjà entrepris sur le plan économique de nombreuses réformes dans le pays, réussisse, en espérant qu'il réussisse à plier les cadres du Baas et à amener un changement démocratique dans le pays. Le président avait d'ailleurs promis ces élections du 7 mai, qui était une date très importante pour les Syriens, qui devait changer complètement la donne dans le pays, par le renouvellement du Parlement et l'ouverture à la dissidence, à tous les opposants, l'ouverture du Parlement donc à l'opposition. Je parle de l'opposition réelle, évidemment, et pas des quelques partis d'opposition tolérés par le régime. Cet attentisme a été fortement déçu puisque le gouvernement a manipulé les élections, appelons un chat comme à l'ordinaire, et n'a pu annoncer d'ailleurs que moins de 60% de participation, ce qui était déjà beaucoup par rapport à la réalité sur le terrain, puisque la plupart des bureaux de vote sont restés vides ce jour-là. Les candidats présentés, évidemment, ont déçu la majorité de la population qui n'ont pas joué ce jeu des élections du 7 mai 2012. Je suis retourné sur le terrain juste après les élections, la semaine qui a suivi les élections, et là j'ai pu constater que un peu partout la guerre s'était invitée dans le pays. En effet, jusque 2 ou 3 mois auparavant, le pays, comme je l'ai dit, était relativement calme, mais à partir de cette échéance de mai 2012, on a vu des foyers d'insurrection armés se développer à peu près dans toutes les villes de Syrie. C'est un pays tout à fait transformé, donc, que j'ai pu constater, que j'ai pu visiter à ce moment-là. Il y avait une véritable révolution populaire qui a commencé à être encadrée par l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, qu'est-ce que c'est? Pour être simple et clair, ce sont des citoyens qui se sont soulevés, qui ont organisé une résistance, d'abord pacifique puis armée au régime, et qui ont ensuite été encadrés par des officiers de l'armée régulière qui ont déserté
et qui se sont joints à ces civils pour les encadrer, comme je l'ai dit, et les coordonner, les rendre plus efficaces face à l'armée gouvernementale. Cette révolution populaire, cependant, n'a pas été aidée par l'Occident. Cette armée syrienne libre, qui était, je l'ai dit, donc menée par des officiers laïcs et qui tentaient d'amener le régime à se démocratiser, n'ont pas été aidés pour plusieurs raisons. Alors ici, je développe une hypothèse, mais je crois qui dans les faits, a des racines très solides. Tout d'abord, la question israélienne. Si la paix n'a jamais été officiellement signée entre Israël et Damas, néanmoins, un modus vivendi s'est mis en place entre le gouvernement bassiste syrien et Tel Aviv. Et on peut dire que la frontière israélienne du Golan n'a jamais été aussi bien protégée que depuis la fin du quatrième conflit israélo-arabe en 1973. Donc Israël n'a certainement pas intérêt à une déstabilisation trop importante de son voisin, surtout pas dans la configuration actuelle où les mouvements djihadistes se sont développés dans des proportions spectaculaires depuis ces derniers mois en tout cas. Donc, soyons clairs qu'Israël ait un intérêt à affaiblir son voisin, à affaiblir le gouvernement syrien, c'est certain. Qu'une certaine, un développement d'un conflit interne soit favorable, intéressant pour l'État hébreu, c'est certain, mais cela étant dit, la chute du gouvernement ne peut pas être envisagée. Idem pour les États-Unis qui soutiennent le gouvernement israélien et sa politique d'expansion sur les territoires palestiniens. Donc il est clair que Washington a une certaine satisfaction à voir l'allié de la Russie s'affaiblir, donc Damas, mais là aussi, laisser l'État syrien dans les mains des mouvements djihadistes n'est certainement pas dans les objectifs des États-Unis. Enfin, parlons de l'Europe, elle est assez indifférente à ce conflit qui concerne un pays avec lequel l'Europe avait peu de relations, à l'exception peut-être de certains États comme la France, liés notamment à des intérêts régionaux dans cette ancienne colonie et à ses rapports particuliers avec le Qatar, que je n'ai pas le temps de développer ici, et des États comme l'Allemagne qui, au contraire, sont plutôt opposés à une intervention, puisque s'étant fortement rapproché de la Russie, l'allié de Damas, je l'ai dit, la Russie qui fournit en pétrole l'Allemagne, qui a décidé, vous le savez, de mettre un terme à son développement en termes d'énergie nucléaire. Donc cette révolution orpheline, abandonnée par les démocraties occidentales, a commencé à souffrir d'un manque d'armement, d'une incapacité de faire face à un régime qui lui est soutenu par plusieurs États, comme la Russie bien sûr, mais aussi la Chine et l'Iran notamment. Et dans ce contexte, on a vu apparaître de la part de l'armée libre et des différents mouvements qui se sont soulevés contre le régime, autres que l'armée libre, comme par exemple les brigades Al-Farouk, qui font partie qui sont l'un des socles de la révolution, entre guillemets, également les mouvements djihadistes. On a vu voir apparaître des manipulations à l'égard de l'opinion publique internationale, manipulations qui avaient pour but d'attirer une intervention, d'entraîner une réaction de l'Occident. Je parlerai d'une expérience personnelle que j'ai vécue donc, durant ces 5 mois de détention desquels je sors. Avec mon collègue italien, journaliste à la Stampa, nous avons entendu une conversation que je résume ici très rapidement vu que le temps m'est compté. Une conversation qui impliquait un général de l'armée syrienne libre et un officier des brigades Al-Farouk. Et cette conversation que nous avons surprise à la suite des événements d'Al-Ghouta que vous connaissez, c'est-à-dire de la banlieue damascène dans laquelle a été utilisé par une des parties du conflit encore indéterminé le gaz qui est déterminé maintenant comme du gaz sarin, qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. Eh bien, cette conversation nous a permis d'établir, me semble-t-il, en tout cas ce sont mes conclusions, que le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas responsable de cette attaque chimique et qu'il s'agirait
d'une mise en scène organisée par un groupe rebelle qui a perdu le contrôle de ce produit, ce qui a provoqué ce très grand nombre de morts. Donc c'est pour moi clairement une des manipulations. Il y a eu d'autres cas que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, mais qui sont bien documentés, de massacres notamment organisés par les rebelles eux-mêmes. Alors c'est là une première conséquence de cet abandon de l'Occident. Et une autre conséquence, c'est que progressivement, cette armée syrienne libre s'est vidée de sa substance. J'avais pu le constater lors d'un 7e voyage d'observation en janvier 2011 dans le gouvernorat d'Idlib, où l'armée libre avait pour ainsi dire disparu du gouvernorat. Le phénomène est très simple. Les jeunes, ce sont surtout des jeunes qui veulent se battre pour la révolution, à un certain moment, n'ayant pas les moyens militaires ni la logistique nécessaire, n'oublions pas qu'il faut nourrir, qu'il faut vêtir ces combattants, ces jeunes soit rentrent chez eux, soit passent dans les rangs des mouvements islamistes qui, eux, reçoivent des fonds, notamment des monarchies du Golfe. Je pense en particulier au Qatar et au Koweït et, dans une certaine mesure, moindre peut-être aujourd'hui, l'Arabie saoudite. Alors forcément, dans ce cadre-là, les Katibas, les brigades de l'armée libre, ont fondu comme neige au soleil. Certaines, néanmoins, c'est le cas notamment dans les gouvernorats de Homs et de Damas, sont restées actives mais ont réorienté leurs objectifs et finalement se comportent en groupe de bandits qui exploitent la population, la rançonnent et vivent sur leurs concitoyens, sur le dos de leurs concitoyens. Il y a donc un phénomène de banditisme. L'historien britannique Oxbow l'avait déjà bien développé. Dans le cadre révolutionnaire, on a, si la révolution dure pendant plusieurs années, on a ce phénomène qui se développe, hein, de groupes de marginaux qui, sous l'étiquette de révolutionnaires, s'invitent à combattre, mais à combattre dans leur propre intérêt. D'autre part, on a vu s'immiscer dans cette révolution, et c'est ainsi que je conclurai sur cette question, on a vu s'immiscer de plus en plus nombreux des groupes de djihadistes, d'abord intérieurs à la Syrie, je pense bien sûr à Jabhat al-Nosra qui domine le monde djihadiste syrien, le front al-Nosra qui en fait est un phénomène à l'origine proprement syrien. Il s'agit, pour faire simple, de djihadistes qui s'étaient battus en 2003, qui étaient partis en Irak se battre en 2003 contre l'invasion états-unienne de l'Irak, et qui sont ensuite rentrés chez eux et qui se sont réveillés au moment de la Révolution. Alors Jabhat al-Nosra s'est développé de manière phénoménale, et beaucoup plus d'ailleurs que moi-même et d'autres qui nous inquiétions de ce problème, l'avion envisagé au départ. Mais il a été rejoint aussi par de très nombreux mouvements djihadistes autres, et dont certains ne sont pas encore identifiés. On peut citer quelques-uns, Liwa al-Tawhid dans une certaine mesure, Liwa al-Haq certainement, Ahrar al-Sham, Secours al-Sham, Liwa al-Fatah, etc. Ces mouvements sont très très nombreux. Et ces mouvements, finalement, ont submergé la révolution, d'autant plus qu'ils sont bien accueillis par une partie de la population. Évidemment, dans le patchwork ethnique et communautaire, je ne parle pas ici des chrétiens ou des Kurdes ou des Druzes, par exemple, mais par la majorité sunnite, par une partie de la majorité sunnite, car ils remettent de l'ordre au niveau de la justice et au niveau de l'administration par rapport justement à ces groupes de bandits qui ont commencé à phagocyter la révolution. Il y a donc une sorte de somalisation de la révolution syrienne qui est en train de se produire, hein. De même que les Shebab en Somalie avaient été bien accueillis par la population, donc en remettant de l'ordre dans le pays à travers un semblant d'État islamique. De même, la révolution syrienne connaît ce phénomène où une partie de la population se tourne vers les islamistes. Alors, cette situation, évidemment, nous préoccupe parce qu'elle fait véritablement de la Syrie maintenant une plaque tournante du djihadisme. Pendant les différents déplacements que j'ai subis durant ces 5 mois de détention, j'ai été très surpris, ce que je n'avais pas encore vu avant, d'observer la présence de djihadistes afghans
venant d'Asie centrale aussi en grand nombre, et également de djihadistes pakistanais par exemple et tchétchènes. Donc on a véritablement maintenant une importation de plusieurs milliers de combattants étrangers qui ne font plus la révolution, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est au-delà du renversement d'Assad. J'ai pu discuter notamment avec plusieurs commandants de Jabhat al-Nusra. Le discours est récurrent. L'objectif, il est d'étendre le djihad sur l'ensemble du monde arabe, et ça peut prêter à sourire, mais c'est très sérieusement dit par eux, au-delà du monde arabe, sur l'Espagne, qu'ils considèrent comme une terre d'islam qui a été perdue à un certain moment, le grand Al-Andalus, et au-delà d'apporter la parole de Dieu sur toute l'Europe. Ce phénomène a déjà commencé puisque les services secrets turcs et jordaniens s'inquiètent de la présence nombreuse de cellules dormantes djihadistes au sein des mouvements de population, de réfugiés qui ont passé leurs frontières et qui se sont déjà installés sur leur territoire. Voilà donc un problème qui était jusqu'à présent pour l'Europe, et je parle ici pour l'Europe stricto sensu, un problème policier sécuritaire, mais qui pourrait, si ces mouvements djihadistes deviennent majoritaires et prennent le contrôle ils sont déjà majoritaires dans la révolution, mais révolution entre guillemets, mais prennent le contrôle de la Syrie, s'ils arrivent à faire de la Syrie un État djihadiste, ça pourrait devenir pour l'Union européenne un problème d'ordre militaire.